Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du 10 décembre 1948. Le 2 août 1999, l'aéroport de Bruxelles, Belgique, est le théâtre de la découverte macabre de 2 corps d'enfants guinéens dans le train d'atterrissage du vol 520 Sabena Airlines en provenance de Conakry, Guinée. Les 2 protagonistes étaient parvenus à tromper la vigilance des agents de sécurité de l'aéroport de Conakry et à se cacher incognito dans le train d'atterrissage de cet avion en direction de Bruxelles. Le 29 septembre 2005 à Ceuta, des centaines de jeunes Africains se ruent ensemble sur les barrières de grillage de fil de fer pour une tentative d'infiltration massive. Le 12 août 2014, la Croix-Rouge vole au secours d'un bébé migrant de mer sénégalaise, arrivé seul au large des côtes espagnoles. Le 2 septembre 2015, le corps d'Aylan Kurdi, petit garçon de 3 ans, est retrouvé sur une plage de Bodrum, Turquie, après le naufrage de son embarcation à destination de l'île de Kos, Grèce. Le 30 décembre 2016, un jeune Gabonais de 19 ans est découvert à l'intérieur de la valise d'une passagère marocaine à la douane de Ceuta. Le 1er janvier 2017, 1100 candidats à la migration ont tenté de forcer la double clôture qui sépare le territoire marocain de l'enclave espagnole de Ceuta. En parallèle à ces événements, on assiste plus ou moins fréquemment de l'autre côté de la rive méditerranéenne mais également à l'île de Lampedusa, aux îles Canaries et le long des côtes libyennes, au naufrage en pleine mer de pirogues remplies de candidats à la migration, qui ne sont pas pour autant laissés à leur sort. En effet, depuis plusieurs années de nombreuses opérations de sauvetage en Méditerranée ont lieu pour porter secours aux candidats à la migration en détresse aux abords des côtes européennes et libyennes, et dont les ONGS constituent les principaux acteurs. Les ONGS jouent un grand rôle dans ces opérations de sauvetage à travers l'Aquarius, le Lifeline, le Sea-Watch 3, le Seafuchs et l'Open Arms, 5 bateaux humanitaires qui se consacrent au sauvetage des candidats à la migration dans la Méditerranée, car il ne se passe pas des mois sans qu'il y ait des cas de naufrage d'embarcations de fortune en Méditerranée. La liste est encore longue et non exhaustive, mais je m'en tiens à ces quelques exemples qui campent le décor et permettent d'emblée une entrée en matière du sujet traité dans cet ouvrage, en l'occurrence les migrations clandestines de la Casamance vers le continent européen. En Casamance, les migrations clandestines ont pris des proportions inquiétantes ces dernières années en raison du contexte de pauvreté ambiante et de la persistance du chômage qui font que les perspectives de réussite des jeunes s'amenuisent de jour en jour. La migration est perçue par de nombreux jeunes comme la seule alternative et l'unique voie de la réussite. Pour rappel, dans les années 2000, Abdou Salam Fall, 2003, montrait qu'avec la fin des migrations de recrutement de main-d'œuvre vers l'Europe occidentale, en France principalement, et la complexification des conditions de séjour dans les destinations africaines classiques, Côte d'Ivoire, Gabon, les migrations internationales de travail des Africains de l'Ouest sont de plus en plus clandestines. Les migrations clandestines en Casamance sont l'œuvre de jeunes hommes issus d'horizons divers et de leurs familles, qui mobilisent à cet effet leurs ressources pour envoyer un des leurs en migration. La mobilité des populations a toujours été une constante de l'histoire du Sénégal, et toutes les formes de mobilité, volontaires ou forcées, se superposent dans le passé comme dans le présent. Contrairement aux idées reçues, la migration clandestine n'est pas un phénomène nouveau au Sénégal où, dès les années 1930, poussé par un système colonial coercitif, des clandestins embarquaient dans le port de Dakar en se cachant dans les cales des bateaux pour ensuite débarquer dans les grandes villes portuaires métropolitaines en quête d'emploi. Les candidats à la migration au départ des côtes casamançaises prennent beaucoup de risques en empruntant les pirogues pour effectuer leur voyage. En effet, il arrive très souvent, lorsque les pirogues sont vieillissantes, qu'elles se renversent en pleine mer et coulent sous le coup des rafales et des vagues violentes. Dans la mesure où nombre de candidats à la migration ne savent pas nager, mis à part les pêcheurs qui les accompagnent, beaucoup d'entre eux finissent ainsi dans le ventre des poissons. Mustapha Nasraoui, 2013, rappelle que le migrant clandestin meurt dans l'anonymat au fond de la mer, dans le désert, dans les cargaisons des bateaux, abandonné à son sort ou jeté par-dessus bord.
Il finira son existence dans les ventres des poissons et des carnassiers du Sahara. Il n'aura droit ni à un tombeau, ni à des funérailles. Il vit incognito et meurt incognito, décède sans obsèques, s'éteint sans deuil. Cependant, le passage par voie terrestre est aussi très dangereux. Les candidats à la migration risquent en cours de route d'être humiliés et malmenés par les passeurs, sur qui ils comptent pour se rendre d'un lieu à un autre jusqu'à leur destination finale. Certains passeurs n'hésitent pas à donner rendez-vous à une heure tardive, à la sortie de la ville. Ils empochent alors l'argent, tuent et enterrent le migrant. Les candidats à la migration qui optent pour le passage par voie terrestre sont donc confrontés à beaucoup de risques et de souffrances, y compris le risque d'être tués au cours de leur voyage. Certains d'entre eux sont enlevés et détenus dans des sortes de prisons, sur le territoire libyen, qui sont sous l'emprise des passeurs, et ils y sont retenus, parfois durant des mois, tant que leur famille n'a pas payé la rançon exigée. Il est également apparu que certains candidats à la migration qui échouent aux portes du désert sont recrutés et enrôlés par des groupes terroristes comme Boko Haram, Ansar-Dine, Shebab, Aqmi, et sont ainsi contraints d'abandonner leur projet de rejoindre le continent européen au profit d'un projet nouveau imposé par l'islamisme radical de ces groupes terroristes. Enfin, d'autres candidats à la migration qui tentent le passage en terre européenne, en passant notamment par la Libye, sont vendus par certains passeurs dans des marchés aux esclaves, comme le montre un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations du 11 avril 2017. Ces marchés aux esclaves, qui touchent des centaines de candidats à la migration en transit sur le territoire libyen, font ainsi de la Libye l'un des pays de transit les plus dangereux, où les droits des candidats à la migration sont bafoués en raison de leur faible accès au système de protection dû à la situation d'instabilité que connaît ce pays. Avant de passer à l'organisation générale de cet ouvrage, je vais présenter quelques précisions d'ordre méthodologique et épistémologique, qui ont jalonné le travail de recherche, d'où sont tirées les analyses et les idées que nous développerons dans les lignes qui suivent et qui ont été à la base de la rédaction de cet ouvrage. La méthodologie adoptée se décline en deux parties, et je me suis appuyé dans un premier temps sur les résultats issus d'une recherche effectuée dans le cadre de mon doctorat de sociologie. Mon approche combine diverses techniques de recueil de données de nature essentiellement qualitative, qui s'articulent autour d'entretiens semi-directifs, de récits de vie croisés et d'observations. Elle s'inscrit également d'une part dans une démarche d'ethnographie multisituée qui consiste à suivre son objet d'étude dans le temps sur plusieurs sites, et d'autre part dans une posture socio-anthropologique qui se veut au plus près des situations naturelles des sujets, vie quotidienne, conversation, routine, dans une situation d', interaction prolongée entre le chercheur en personne et les populations locales, afin de produire des connaissances in situ, contextualisées, transversales, visant à rendre compte du point de vue de l'acteur, des représentations ordinaires, des pratiques usuelles et de leur signification autochtone. L'enquête s'est déroulée de 2013 à 2017 en Casamance dans le sud du Sénégal auprès de 30 candidats à la migration, et divers acteurs, capitaines de pirogue, promoteurs de voyages intermédiaires, familles, pêcheurs, qui interviennent dans ces voyages. Je les ai suivis pendant 4 ans sur plusieurs sites en Casamance, plus précisément dans les régions de Ziguinchor et de Kolda. Je les ai rencontrés aussi bien dans leur maison, sur leur lieu de travail et dans leur lieu de loisirs. Ma stratégie a consisté à approcher un candidat à la migration, qui m'a mis en rapport avec un autre et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de personnes ressources ait pu être rencontré. Parallèlement aux familles et aux candidats à la migration choisis, des entretiens ont été effectués avec d'autres acteurs. C'est le cas en particulier des capitaines de pirogue, des promoteurs de voyages, des pêcheurs, des responsables d'associations et de structures de jeunes et des coordonnateurs des projets de lutte contre la migration clandestine. D'autres personnes ressources ont été localisées grâce à mon réseau de connaissances personnelles, amis par exemple. J'ai effectué parallèlement au travail de terrain, des recherches vidéo et audio, films, documentaires, débats et témoignages, pour compléter mes lectures et mieux suivre le déroulement, en temps réel, de l'actualité sur la migration clandestine et la migration en général. Pour éviter tout biais, les entretiens ont été le plus souvent effectués en wolof et traduits ensuite en français. Dans un deuxième temps, j'ai procédé d'une part à un examen du contexte spécifique de la Casamance, plus généralement du Sénégal,
mais également du contexte individuel dans lequel s'inscrivent les parcours des candidats à la migration et de leurs familles. D'autre part, j'ai effectué un travail d'analyse d'articles de presse sur les migrations clandestines et les migrations forcées. Il s'agissait plus exactement de mettre le focus sur des articles portant sur des tentatives d'émigration clandestine de candidats à la migration, ou traitant de la problématique des réfugiés. Le travail de repérage et de sélection des articles sur lequel a porté l'analyse s'est effectué dans les sites web, et plus précisément dans la rubrique archives des journaux quotidiens Le Monde, Libération, Le Nouvel Obs, Paris Match, L'Express et Le Soir. Les articles ont été sélectionnés sur la base de l'impact de leur titre, et le travail d'analyse a été fait sur un corpus de 30 articles. L'ouvrage s'organise principalement en 6 chapitres. Le chapitre 1 procède à un éclairage conceptuel de quelques concepts. Ensuite, dans le chapitre 2, je présente le cadre de l'étude en mettant en exergue les différents aspects qui font la spécificité de la Casamance par rapport aux autres régions du Sénégal. Dans la deuxième partie, j'aborde les migrations clandestines sous plusieurs de leurs facettes. Je mets d'abord l'accent sur les déterminants économiques, politiques, sociaux, culturels mais aussi symboliques qui sont à l'origine des départs. C'est ce que je mets en évidence dans le troisième chapitre. Au chapitre 4, je brosse une typologie des acteurs de la migration clandestine en insistant sur le rôle distinct de chacun d'entre eux dans ces voyages. Du promoteur du voyage au passeur, du capitaine de la pirogue à l'intermédiaire en passant par les familles, ce chapitre permet d'esquisser une toile de fond sur l'implication et le rôle de chacun de ces acteurs dans la chaîne migratoire. Au chapitre 5, je plonge le lecteur dans l'expérience vécue des voyages par la mer. Sont abordées les conditions de la traversée en mer et les nombreux dangers et risques qui l'entourent, et qui témoignent de l'existence d'une véritable économie de la pirogue. Ce chapitre donne à voir non seulement l'organisation en amont et au cours de ces voyages en pirogue depuis les côtes casamançaises ainsi que les risques de la traversée, mais aussi les phénomènes de démence et de folie se manifestant chez les candidats à la migration qui se retrouvent soudain dans un milieu, l'océan, totalement inconnu, continuellement mouvant et d'autant plus effrayant, de jour et plus encore de nuit, à la merci de la Providence. Cette troisième partie examine également, au 6e et dernier chapitre, les stratégies de lutte contre les migrations en Casamance à travers l'examen de 2 projets qui y ont été implantés par diverses institutions. Choix du sujet. Le choix d'un sujet de recherche ne se fait jamais ex nihilo. Il est toujours guidé par un certain nombre de raisons qui stimulent la curiosité du chercheur, l'amenant ainsi à s'intéresser de plus près à tel ou tel phénomène. Me concernant, ce choix a commencé à prendre forme en 2008, à la suite d'une prise de conscience liée à un film documentaire sur la migration clandestine, intitulé « Dieu a-t-il quitté l'Afrique ?» Sorti en 2008, ce film du cinéaste sénégalais Moussa Kalla Dieng retrace le rêve de partir en migration de jeunes Sénégalais rencontrés dans la banlieue dakaroise. Il relate un faisceau de déterminants qui animent ce désir très ardent, d'une partie de la jeunesse, de quitter le Sénégal à la recherche de meilleures conditions de vie. L'intérêt suscité par ce film m'a amené, en 2012, à réfléchir sur la question alors que j'étais en Master 2. J'avais rédigé un mémoire à partir d'une observation des dynamiques migratoires clandestines dans la région de Ziguinchor, une des 3 régions qui composent la Casamance. Dans ce mémoire, il s'agissait d'examiner les raisons qui poussent les jeunes de cette région à prendre les chemins de la migration clandestine par l'entremise des pirogues, tout en analysant l'implication de la parentèle dans ces voyages concernant la mobilisation des ressources. Enfin, une analyse des conséquences de la migration clandestine dans cette région a été ébauchée à la fin de notre mémoire. Parallèlement, j'avais pu observer au cours de ce travail que les départs depuis la Casamance avaient aussi lieu depuis la région de Kolda, d'où beaucoup de jeunes ont emprunté les chemins de la migration. Ces jeunes, soutenus pour la plupart par leurs familles qui vendent leurs vaches et leurs récoltes pour financer leur voyage, ont été identifiés principalement dans le département de Médina Yoro Fula, Vélingara et Kolda. Ces départs avaient par la suite retenu toute notre attention. C'est pour ces diverses raisons que j'ai choisi, dans le cadre de mes recherches, d'approfondir et de poursuivre mes réflexions sur les migrations clandestines en prenant comme terrain d'étude la Casamance. Pertinence du sujet.
L'intérêt d'étudier les migrations clandestines sous leurs différentes facettes depuis les zones de départ relève de son inscription dans l'actualité internationale. Rappelons brièvement les événements du 29 septembre 2005 de Ceuta, l'une des 2 enclaves espagnoles, où l'on voit des scènes réelles filmées aux abords, dans lesquelles des centaines de jeunes Africains se ruent ensemble sur des barrières de grillage de fils de fer hautes de plusieurs mètres et surmontées de guirlandes de fils barbelés pour tenter de les faire ployer sous leur pression, y parvenir, les piétiner et se ruer à l'intérieur. Cette tentative de forçage du mur de Ceuta en est une parmi tant d'autres, dans la mesure où plusieurs actions collectives de ce genre ont eu lieu les jours précédents. Un groupe fait diversion, un autre tente l'escalade tandis qu'un troisième tient les échelles. Ils grimpent tous, y compris des femmes enceintes, au grillage surmonté de barbelés, à l'aide d'échelles construites avec des branchages de fortune et des morceaux de tissu. À chaque tentative, c'est moins de la moitié qui parvient à passer de l'autre côté. Les traces de sang sur le béton, les bonnets, les gants, les chaussures, les lambeaux de vêtements restés accrochés au grillage ou au rouleau de barbelés témoignent encore de la violence et de la brutalité de cette escalade, de cette marée du désespoir sous les tirs à balles réelles et à blanc des gardes espagnols. À Ceuta, 5 personnes sont mortes en tentant l'aventure. Cette tentative de forçage n'a pas laissé indifférents les policiers marocains et espagnols qui ont réagi par des tirs sur cette foule déchaînée, entraînant la mort de plusieurs d'entre eux et des dizaines de blessés, ce qui est largement suffisant pour faire découvrir à la communauté internationale la situation des migrants et demandeurs d'asile au Maroc. Des tentatives de forçage du mur de barbelés de Ceuta et Melilla aux pirogues naufragées en Méditerranée, ou secourues dans les abords des côtes européennes, en passant par les centres pour migrants de Calais en France, les migrations clandestines sont plus que jamais d'actualité. Les drames et les morts tragiques de Lampedusa, des îles Canaries, adossés à l'afflux massif de migrants vers le continent européen durant ces dernières années, ont fini par faire des migrations clandestines un enjeu sociétal qui focalise l'attention des dirigeants politiques et de la communauté scientifique. Pour les dirigeants politiques des pays d'accueil, il s'agit surtout de trouver les voies et moyens de dissuader les gens de venir au travers de mesures de renforcement du contrôle de leurs frontières, et dans une moindre mesure d'accueillir les gens qui sont déjà entrés sur leur territoire national. Se posait ainsi en 2015 la question de l'accueil des demandeurs d'asile dans l'Union européenne. Les dirigeants politiques tentent d'apporter des solutions à la crise des migrants, en réfléchissant aux mesures de dissuasion à prendre pour freiner leur arrivée. C'est dire qu'en ce XXIe siècle les migrations clandestines restent une problématique majeure auxquelles doivent faire face les dirigeants politiques. Dans les pays de départ de ces milliers de candidats à la migration, les dirigeants semblent être dépassés par la situation, incapables de retenir les individus, de les empêcher de partir. S'agissant de la communauté scientifique, il est question de réfléchir sur le phénomène afin d'en dégager les causes et les conséquences. Ces dernières années, l'attention des chercheurs en sciences humaines a porté sur la problématique des migrations clandestines à partir de différents angles d'observation en partant des pays de départ, des espaces de transit, des camps de rétention ou d'attente, des politiques migratoires mises en œuvre à l'échelle européenne mais aussi africaine. Travailler et réfléchir sur les migrations clandestines devient à cet égard un enjeu fondamental pour les chercheurs en sciences humaines et sociales, et ce quelle que soit leur discipline, sociologie, démographie, anthropologie, géographie, d'autant plus que les migrations ne peuvent être saisies sous un seul angle d'analyse et qu'elles se trouvent au carrefour de toutes celles-ci. L'étude des migrations clandestines dans le contexte de la Casamance constitue un champ d'investigation fertile pour la saisie des processus mis en œuvre par les candidats à la migration et leurs familles, contribuant ainsi à la production des connaissances sur la question, particulièrement dans le contexte sénégalais. Le traitement médiatique des migrations clandestines. La couverture médiatique qui accompagne bien souvent les phénomènes de crise est un des marqueurs de nos temps modernes. Qu'il s'agisse des guerres, d'élections, de manifestations, pacifiques ou non, d'attentats terroristes ou autres, les médias se mettent toujours en scène au premier plan pour faire de telle ou telle question leur une. Cette attention des médias s'est décentrée ces dernières années sur les migrations contemporaines, en particulier les migrations clandestines vers le continent européen. Parallèlement, l'irruption depuis quelques années
de bateaux remplis de migrants clandestins, bordant les côtes européennes semblent inscrire la question des migrations clandestines au cœur de l'actualité de tous les jours. Ne se passant plus une semaine sans que les médias ne fassent l'écho de cas de candidats à la migration interceptés ou secourus, par les gardes-côtes, du côté des enclaves espagnoles de Ceuta, Melilla et de l'île de Lampedusa en Italie. On assiste aussi bien dans les pays de départ, de transit que d'arrivée à une forte médiatisation des migrations clandestines. Les migrations clandestines, depuis les années 80, sont inscrites au cœur de l'actualité de tous les jours, occupent une place importante dans le quotidien des populations. Il est dans la nature des médias en général, des journalistes au premier chef, de se saisir toujours des événements ou des faits qu'ils jugent importants et d'en faire la publicité afin de susciter des débats sur les plateaux télévisés, mais aussi pour informer le plus grand nombre de personnes. La médiatisation croissante des migrations clandestines donne souvent l'impression d'une forme de banalisation du phénomène, comme s'il allait de soi que des milliers de candidats à la migration périssent dans les profondeurs des océans et des mers, et qu'à chaque fois il s'agit uniquement de dénombrer le nombre de morts et ou de disparus, sans une réelle volonté de la part aussi bien des pays de départ, de transit et d'accueil, de trouver des solutions à ce problème. Les populations étant ainsi habituées à voir défiler sur leurs écrans les images apocalyptiques de cas de naufrage d'embarcations de fortune, ou de sauvetage de candidats à la migration en pleine mer. De leur côté, des chercheurs et spécialistes s'intéressant à la question essaient, dans leurs travaux, d'aller au-delà de ces représentations communes ou du sens commun en tentant d'apporter des éclairages à partir de leurs travaux de recherche. Il est récurrent que la presse nationale et internationale rapporte les cas de naufrage de pirogues remplies de candidats à la migration à destination du continent européen, et d'en faire leur une pendant plusieurs jours. Cette information ou ces informations sont ensuite reprises tour à tour de presse en presse, de média à média, ce qui suscite le plus souvent des débats sur la question des migrations clandestines sur les plateaux télévisés et les ondes radio où viennent échanger des spécialistes et non spécialistes sur la question. Les médias font le tri et sélectionnent un large spectre d'informations sur le caractère dramatique des migrations contemporaines, qui sont par la suite diffusées dans les réseaux sociaux. Cette tendance à la médiatisation de certains problèmes sociaux par le biais de la télévision fait que l'information mise en image produit un effet de dramatisation propre à susciter très directement des émotions collectives. Enfin, les images exercent un effet d'évidence très puissant, plus sans doute que le discours, bien qu'elles soient également le produit d'un travail plus ou moins explicite de sélection. Cette médiatisation des migrations contemporaines conduit à faire de sorte comme si l'on découvrait la réalité des migrations sous leur caractère dramatique, alors que la réalité est tout autre. Pour rappel, la diffusion d'un reportage, le 14 novembre 2017, sur la chaîne de télévision privée américaine CNN sur l'enfer des migrants en Libye qui sont vendus dans des marchés aux esclaves, UNSMIL 2018, suscita l'émoi et de nombreux débats. La vente des migrants dans des marchés aux esclaves n'est que la face visible de l'iceberg des souffrances et des pires formes de torture qui sont infligées aux candidats à la migration sur les routes de l'exil. Ce processus de médiatisation à outrance des phénomènes de mobilité n'est pas uniquement resté dans le carcan des migrations clandestines, et s'est étendu à d'autres formes de migration notamment forcées, qui ont droit au même type de traitement de la part des médias. Les médias participent fortement à cette médiatisation, car il suffit qu'il y ait un naufrage d'embarcations de fortune ou de sauvetage dans les mers pour que cela fasse la une de nombreux journaux. À l'heure d'une mondialisation croissante, les informations circulent par le biais des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.